10 kilomètres au-dessus du sol, l'explosion d'un moteur, un hublot brisé, et une femme aspirée vers l'extérieur. Ce qui s'est passé à bord du vol 1380 ressemble au scénario d'un film catastrophe, mais c'est une réalité capturée en vidéo. Le 17 avril 2018, l'avion de ligne Boeing 737-700 de la compagnie Southwest Airlines effectuait un vol de plusieurs heures entre New York et Dallas. À bord se trouvaient 144 passagers et 5 membres d'équipage. En ce jour fatidique, parmi les passagers figurait Jennifer Riordan, 43 ans, directrice d'une succursale bancaire. Elle avait pris place dans la partie centrale de la cabine, et pour elle, il s'agissait d'un voyage d'affaires routinier entre deux villes. Ni les passagers, ni l'équipage expérimenté ne pouvaient imaginer ce que ce vol standard allait devenir. Quelques minutes seulement après avoir atteint son altitude de croisière, leur vie allait basculer, et ce qui est arrivé à Jennifer dépasse l'entendement. Musique. Pour la famille Riordan, c'était un mardi matin tout à fait ordinaire. Tôt le matin, Jennifer, depuis son hôtel à New York, avait composé le numéro de son mari, Michael. Juste comme ça, pour savoir comment s'était passée sa journée et ce que la famille ferait le soir même. Dehors, l'aube pointait à peine. La ville en bas bruissait sourdement, et Jennifer était assise au bord du lit, le téléphone à l'oreille, écoutant cette voix familière. Cette famille de 4 personnes, Michael, sa femme Jennifer, leur fille Avery et leur fils Joshua, vivaient dans la grande ville d'Albuquerque. Mais à ce moment-là, Jennifer était en voyage d'affaires. Elle occupait le poste de vice-présidente du holding financier Wells Fargo et était parallèlement directrice exécutive de la banque à Albuquerque. Son poste élevé au sein de la corporation exigeait des déplacements réguliers entre les villes. Ces voyages étaient devenus depuis longtemps une partie de sa vie. Boucler sa valise par automatisme, le rituel habituel du passage à la sécurité, l'odeur du café dans les salles d'attente. Aéroport, avion, hôtel, tout se fondait dans une routine professionnelle infinie. Ce matin du 17 avril, la directrice de banque s'apprêtait à décoller pour Dallas, puis de là, à rentrer chez elle auprès de sa famille à Albuquerque. Elle parla aux enfants au téléphone. Leur voix était ensommeillée et chaleureuse. Avery racontait quelque chose sur l'école. Joshua marmonna un « Salut maman » avant de s'enfuir. En terminant la conversation avec son mari, Jennifer lui souhaita une bonne journée. « Je t'aime. Bon voyage », répondit Michael. Les époux raccrochèrent. Un échange de phrases banales, qu'ils avaient les prononcées des centaines de fois. Rien de particulier, leur dernière conversation. Environ 1 heure plus tard, Jennifer quitta l'hôtel et se dirigea vers l'aéroport de LaGuardia, se hâtant pour le vol 1380. Le vol 1380 de la compagnie Southwest Airlines était une liaison régulière entre l'aéroport de LaGuardia et l'aéroport de Dallas-Love Field, au Texas. Le vol était assuré par un Boeing 737-700, moderne, avec un temps de trajet de 4 heures et 15 minutes. Une machine fiable, éprouvée par des milliers de vols. Le cheval de bataille de l'aviation américaine. Le commandant de bord était Tammy Jo Schultz, 56 ans. Elle totalisait 11 711 heures de vol, dont 10 513 sur Boeing 737. Ancienne pilote de chasse de la marine américaine et instructrice de vol. Une personne qui connaissait cette machine comme son propre corps. Chaque bruit du moteur, chaque vibration du manche, chaque nuance du vrombissement des turbines. Le copilote était Darren Lee Ellisor, 44 ans, ancien pilote de l'armée de l'air américaine, avec un total de 9 108 heures de vol, dont 6 927 sur Boeing 737. Tous deux étaient des vétérans du ciel. 3 hôtesses de l'air étaient assignées au vol, Rachel Fernheimer, Seanik Mallory et Catherine Sandoval. L'avion effectuant le vol était exploité par Southwest Airlines depuis près de 18 ans, depuis sa sortie d'usine en 2000. L'appareil était équipé de 2 moteurs turbofan CFM56-7B. 17 ans, c'est beaucoup. Des milliers de cycles de décollage et d'atterrissage. Des milliers d'heures de vibrations, de changements de pression, de contraintes thermiques. Le métal se fatigue, les micro-fissures s'agrandissent. Mais à l'extérieur, rien. Un revêtement brillant, une peinture fraîche. Personne ne pensait alors à la fatigue des matériaux. 10h15 du matin, aéroport de LaGuardia, New York. 144 passagers montent à bord pour le vol vers Dallas. La cabine sent l'air recyclé et le produit de nettoyage, cette odeur reconnaissable des voyages aériens qui en calme certains et en irrite d'autres.
Southwest Airlines ne permet pas de choisir son siège lors de la réservation, ainsi les meilleurs sièges à l'avant de la cabine reviennent au plus prompt. Les autres prennent ce qu'il reste. Une loterie tacite. Holly Mackey, professeure d'université, n'avait pas réussi à être parmi les premières cette fois-ci et prit le siège 14CA, au milieu de la cabine, face à l'aile. Elle aurait pu choisir n'importe quel siège, y compris près du hublot. Les sièges voisins étaient vides. Mais elle s'assit côté couloir. Après 2 tasses de café, elle prévoyait d'aller souvent aux toilettes et ne voulait pas déranger les autres passagers. Un détail. Un choix aléatoire, dicté par la caféine et la politesse. 20 minutes plus tard, ce choix lui sauvera la vie. Jennifer Riordan apparut un peu plus tard et prit le siège 14A, côté fenêtre. Elle sortit un livre et regarda par le hublot. Derrière l'épais verre acrylique, le tarmac gris de l'aéroport, la file d'avions sur les voies de circulation, les gyrophares des véhicules de service. Rien d'intéressant. Une image familière. La voisine de Holly et Jennifer était une jeune femme qui ne quittait presque pas son téléphone des yeux. Elle s'assit au siège 14B, au milieu des 2 femmes, et mit ses écouteurs, totalement plongée dans son monde. 3 inconnus sur une même rangée. 3 destins qui, dans quelques minutes, allaient s'entremêler de la manière la plus terrible. Les hôtesses de l'air effectuèrent les consignes de sécurité standard. Celles que personne n'écoute. Comment attacher la ceinture? Où se trouvent les issues de secours? Comment mettre le masque à oxygène? D'abord sur soi-même, puis sur l'enfant. Les gestes sont rodés jusqu'à l'automatisme. Les mots sonnent de façon monotone. Les passagers regardaient baisser leur téléphone, lisaient, somnolaient. Certains avaient déjà fermé les yeux, s'apprêtant à dormir durant tout le vol. Les ceintures furent bouclées. L'avion se prépara au décollage. À 10h43 du matin, conformément à l'horaire, le Boeing 737 quitta la piste. Le corps fut plaqué contre le siège, cette sensation habituelle de surcharge qui coupe légèrement le souffle. Les moteurs rugissaient à pleine puissance, la vibration traversait le sol, les sièges, la colonne vertébrale. La terre par les hublots s'éloignait rapidement. D'abord le béton de la piste, puis la verdure des banlieues, puis les toits des maisons de la taille de boîtes d'allumettes, puis les nuages. L'avion gagnait en vitesse et en altitude, s'élevant vers son niveau de croisière à 11 km. Les premières minutes se déroulèrent normalement. L'équipage rentra le train d'atterrissage. Un bruit sourd quelque part sous le plancher, une légère secousse. La machine suivait sa route, atteignant progressivement l'altitude assignée. Le commandant rapporta au contrôleur « Le départ et la montée se déroulent normalement, sans problème. » Sa voix était calme, professionnelle. Et en effet, durant les 10 à 15 premières minutes, rien ne laissait présager que ce vol deviendrait autre chose qu'un voyage ordinaire. La vibration des moteurs était régulière, familière, presque apaisante. Un léger bourdonnement dans les oreilles dû à la montée, par les hublots, des nuages d'un blanc éblouissant et le bleu du ciel. Pendant ce temps, les 3 hôtesses se déplaçaient sans hâte dans la cabine, proposant aux passagers du thé, du café, des boissons fraîches et des collations légères, le cliquetis du chariot sur le plancher, le froissement des emballages, des voix étouffées. Thé ou café, jus, crackers. Quelqu'un s'était déjà assoupi, le dossier du siège incliné. Quelqu'un lisait. Quelqu'un regardait un film sur sa tablette. Un vol ordinaire. 20 minutes après le décollage, à 11h03, l'avion atteignit la marque des 10 km et continuait de monter. Soudain, un claquement assourdissant retentit. Pas seulement un bruit, un choc, comme si quelqu'un avait frappé la carlingue avec une masse depuis l'extérieur. L'avion fut violemment secoué. Le sol sous les pieds se mit à trembler. Les verres sur les tablettes sautèrent, renversant leur contenu. Livres et téléphones volèrent au sol. Quelqu'un poussa un cri, un son aigu, effrayé. Le moteur gauche venait de tomber en panne. Mais « tomber en panne » est un mot bien trop faible pour ce qui s'était produit. Le moteur avait explosé de l'intérieur. L'aube de soufflante numéro 13, dans laquelle une fissure de fatigue s'était développée pendant des années, invisible, non détectée lors de chaque inspection, a fini par céder. Elle s'était détachée à plein régime et avait frappé le carénage du moteur avec une force monstrueuse. Des fragments métalliques volèrent dans toutes les directions, comme les éclats d'une grenade. Ils frappèrent le fuselage et l'aile, transperçant le revêtement en aluminium, laissant des trous béants. Mais l'un des fragments les plus gros, un morceau du loquet du capot de la taille d'un poing, percuta le hublot de la 14e rangée avec une telle force que le verre acrylique fut littéralement arraché vers l'extérieur. Il ne s'était pas fendu.
Il n'avait pas éclaté. Il avait disparu. Un trou béant s'ouvrait dans le flanc de l'avion. C'était le hublot situé juste à côté de Jennifer Riordan. Tout se passa en une fraction de seconde. En un instant, le calme et la paix. Le ronronnement régulier des moteurs, l'odeur du café. L'instant d'après, l'enfer. À cause de la différence de pression colossale entre l'intérieur et l'extérieur de la cabine, l'air se rua dehors dans un hurlement sauvage. Un sifflement d'une telle force qu'il bouchait les oreilles. Jennifer, assise juste à côté de la fenêtre, fut en quelques instants aspirée la tête la première dans l'ouverture ainsi créée. Elle était littéralement retournée. La force de la décompression était telle que la ceinture de sécurité s'enfonça dans son ventre, retenant son corps et laissant des ecchymoses profondes, mais la partie supérieure de son torse était déjà à l'extérieur. La tête, les épaules, un bras, là-bas, dans l'enfer glacial hors de l'appareil. Dehors, il fait moins 50 degrés. Une température à laquelle la peau nue gèle en quelques secondes. La vitesse du flux d'air est de 900 km/h. Un vent d'une telle force qu'il renverse, déchire les vêtements, empêche de respirer. L'air est si raréfié que les poumons ne peuvent en extraire d'oxygène. Le corps humain n'est pas conçu pour de telles conditions. Il ne résiste pas. La décompression incontrôlée remplit la cabine d'un grondement insupportable, un sifflement, un rugissement, un hurlement, un son qui bouche les oreilles et coupe le souffle, qui donne envie de se boucher les oreilles et de hurler. Bien que le corps de Jennifer ait presque entièrement obstrué l'ouverture, l'air s'engouffrait tout de même à l'intérieur par les interstices, un air glacial, tranchant, brûlant de froid. La température dans la cabine chuta instantanément. De la vapeur sortait de la bouche des passagers. Tout se produisit presque instantanément. 11 secondes plus tard, l'avion s'inclina de 41 degrés sur la gauche, presque sur le flanc. Les objets non fixés volèrent à travers la cabine. Le chariot des boissons roula dans l'allée. Des cris éclatèrent dans la cabine. Des hurlements, des pleurs. Quelqu'un priait à haute voix, de manière confuse, fiévreuse. Quelqu'un appelait sa mère. Les masques à oxygène tombèrent automatiquement des compartiments au-dessus des têtes. Des sacs en caoutchouc jaune ballottaient au bout des tuyaux, balancés par les turbulences, frappant les visages. Mais dans ce chaos et cette horreur, peu de gens remarquaient ce qui se passait à la 14e rangée. Chacun était occupé par sa propre peur, sa propre survie, sa propre panique. Les hôtesses de l'air saisirent des bouteilles d'oxygène portables, de lourds cylindres jaunes, et, comme elles le pouvaient, commencèrent à progresser dans la cabine inclinée. Marcher était presque impossible. Le sol se dérobait sous les pieds, l'angle d'inclinaison projetait les corps sur le côté. Elles s'agrippaient au dossier des sièges, se faufilaient entre les passagers paniqués, enjambaient les sacs tombés au sol. L'avion continuait de s'incliner fortement sur la gauche. Dans le cockpit, un autre drame se jouait. Au moment de la panne moteur, le copilote Darren Ellisor tenait les commandes, tandis que le commandant Tammy Schultz surveillait la situation. En 5 secondes, plusieurs alarmes se déclenchèrent. Le panneau de contrôle s'illumina de rouge et de jaune, comme un arbre de Noël. Des avertissements d'incendie, de chute de pression, de perte moteur, de dépressurisation. Les signaux sonores se superposaient, se fondant en une cacophonie. Bip, bourdonnement, voix mécanique. Altitude, altitude. La pression d'air dans le cockpit chuta brusquement. Les oreilles se bouchèrent instantanément, comme lors d'une plongée en profondeur. Les tempes étaient comprimées. Les 2 pilotes s'empressèrent de mettre leurs masques à oxygène, encombrants, avec d'épais tuyaux. Les mains travaillaient par automatisme. Des milliers d'heures d'entraînement avaient gravé ces mouvements dans la mémoire musculaire. Masque sur le visage, serrer les sangles, vérifier l'alimentation en oxygène. Mais dans la confusion, ils eurent du mal à activer les microphones intégrés qui leur permettaient de communiquer entre eux. Quelques secondes précieuses, le silence dans les écouteurs, seulement leur propre respiration lourde sous le masque, le sifflement de l'oxygène, le battement du cœur dans les tempes. Ne pouvant communiquer avec le commandant, le copilote prit seul la décision. Aucune hésitation, aucun doute. Il réduisit la puissance des 2 moteurs et entama une descente d'urgence, le manche vers l'avant. Le nez de l'avion s'abaissa. La machine plongea vers le bas. Une sensation d'apesanteur apparut dans le ventre, comme dans des montagnes russes, mais en plus effrayant. Quelques secondes plus tard, l'équipage coupa l'arrivée de carburant du moteur gauche, achevant la procédure d'arrêt. Une séquence d'actions précise. Liste de vérification après liste de vérification.
confirmant chaque point à haute voix, basculant les interrupteurs, vérifiant les indications des instruments. Les mains bougeaient rapidement, mais sans précipitation. Cela ressemblait à une opération chirurgicale. Chaque mouvement était calibré, chaque seconde comptait. Pendant ce temps, le contrôleur aérien tenta par 2 fois d'entrer en contact avec l'équipage. Sans réponse. Sur les ondes, seulement du bruit et des parasites. Le contrôleur fronça les sourcils, répéta l'appel. Silence. Le vol 1380 descendait à sa vitesse maximale, plus d'1,5 km par minute. Une chute fulgurante. L'aiguille de l'altimètre dégringolait. Les oreilles se bouchaient de plus en plus, la pression changeait trop vite. Les tympans n'avaient pas le temps de s'adapter. La sensation que l'ascenseur tombe sans s'arrêter, que le sol se dérobe et ne revient pas. C'était assez rapide pour que les passagers, peu familiers des procédures d'urgence, pensent que l'avion s'écrasait et qu'ils allaient mourir, tout de suite, dans quelques minutes, dans quelques secondes. Quelqu'un priait. Les lèvres bougeaient sans bruit sous le masque à oxygène. Les larmes coulaient sur les joues. Quelqu'un pleurait à haute voix. Des sanglots, des gémissements, des lamentations. Quelqu'un restait immobile, agrippé aux accoudoirs, les doigts blanchis, la stupeur, le corps déconnecté, le cerveau refusant de percevoir ce qui se passait. Quelqu'un s'était connecté au Wi-Fi de bord pour envoyer ses derniers messages à ses proches, des doigts tremblants sur l'écran du téléphone, des fautes de frappe, des larmes tombant sur l'écran, brouillant les lettres. Certains, désespérés, écrivaient des SMS d'adieu avec des mots d'amour, pensant que c'était la fin. « Je t'aime, prends soin des enfants, pardonne-moi pour tout. » Je n'ai pas eu le temps de dire des messages qui devaient être les derniers, que les destinataires ne liraient qu'après. L'un des passagers, Marty Martinez, commença une diffusion en direct depuis la cabine sur les réseaux sociaux. Il paya 8 $ pour le Wi-Fi, afin de dire adieu, alors que l'avion, lui semblait-il, s'écrasait. La caméra du téléphone filmait le chaos, les masques oscillants, les gens qui criaient, les lumières clignotantes, les visages déformés par la terreur. Une vidéo qui ferait ensuite le tour du monde, qui serait visionnée des millions de fois. Mais en réalité, les pilotes contrôlaient totalement la situation. Ils faisaient descendre la machine aussi vite que la sécurité le permettait. Ce n'était pas une chute, c'était une manœuvre d'urgence, une descente de secours. Il fallait descendre au plus vite à une altitude où l'on peut respirer sans masque, où la pression ne tuera pas, où le froid ne gèlera pas. Simultanément, ils effectuaient plusieurs listes de vérification d'urgence, confirmant chaque point à haute voix, basculant les interrupteurs, vérifiant les indications des instruments. Un travail à 4 mains, synchrone, affûté. L'avion était sous contrôle, bien qu'avec difficulté. Maintenir un vol contrôlé exigeait une pression constante sur le manche pour compenser la poussée asymétrique et la traînée du moteur détruit. La machine cherchait sans cesse à basculer sur la gauche, là où, au lieu d'une turbine en marche, pendèrent des débris. Les mains des pilotes travaillaient sans relâche. Muscles tendus, sueur sous le masque. Après être descendu à 4 km, environ 6 minutes après la panne, le commandant Schultz reprit les commandes. Sa voix sur les ondes était calme, un ton égal, professionnel, comme si elle lisait les prévisions météo et ne se battait pas pour la vie de 150 personnes. Elle contacta le contrôleur et demanda un changement de cap. Initialement, la commandant de bord prévoyait une approche longue, une procédure standard, sûre, éprouvée. Cependant, quelques secondes plus tard, l'hôtesse de l'air prit contact par l'interphone. Sa voix se brisait, tremblait. « Nous avons un hublot brisé. Quelqu'un est à moitié à l'extérieur. » Pause. Une seconde de silence dans le cockpit. En apprenant cela, Tammy Jo Schultz prit une décision instantanée. Accélérer l'approche. Chaque seconde compte. Chaque minute est une vie humaine. Elle jugea que l'aéroport de Philadelphie était le mieux préparé pour une telle urgence. Il disposait de tout l'équipement nécessaire, de médecins, de sauveteurs, de pompiers. Le contrôleur transmit immédiatement les coordonnées et libéra l'espace aérien. Tous les autres avions, à l'écart. Priorité absolue. La piste attend. Musique. Le chaos régnait dans la cabine. Lorsque l'hôtesse de l'air Rachel Fernheimer atteignit le milieu de la cabine, en trébuchant, s'agrippant au siège, luttant contre l'inclinaison, elle vit Jennifer. Une scène a glacé le sang. Une scène qui entrait ses cauchemars pendant de longues années. La femme était toujours attachée par sa ceinture au niveau de la taille. Le tissu s'enfonçait dans son abdomen, retenant le corps à l'intérieur de la cabine. Mais sa tête, une partie de son torse et un bras pendaient à l'extérieur par le hublot.
Son corps frappait le flanc de l'avion sous l'effet du vent, impuissant, comme une poupée de chiffon. Ses cheveux volaient, ses vêtements se déchiraient. Son visage était déjà bleui par le froid et le manque d'oxygène. Les yeux ouverts, mais vides, le néant. À la demande des hôtesses, les passagères des sièges 14B et 14GIS, la jeune fille au téléphone et Holly Mackey, changèrent de place. Elles se détachèrent avec des mains tremblantes et maladroites et se déplacèrent vers d'autres sièges pour libérer l'espace. Les visages livides, les lèvres tremblantes. Après cela, 2 hôtesses tentèrent de ramener Jennifer à l'intérieur. Elles la saisirent par ses vêtements, par sa ceinture, par le bras, tirant de toute leur force. Mais le puissant flux d'air plaquait le corps contre la paroi de l'avion avec une force monstrueuse, comme si un géant la retenait de l'extérieur. Le vent hurlait dans l'ouverture, brûlait les mains de froid, arrachait les vêtements des doigts. Impossible, les forces manquaient. 2 passagers de la rangée 15 voisine, des hommes, robustes, adultes, se précipitèrent pour aider. Sans hésiter, ils se penchèrent par-dessus les dossiers des sièges, s'agrippèrent à Jennifer, l'un par le bras, l'autre par la ceinture, l'autre par les vêtements. 4 personnes contre la force de la décompression. Les muscles brûlaient sous l'effort, les doigts s'engourdissaient sous le froid. Le vent frappait les visages, tirait des larmes des yeux. Tirer, encore, plus fort. Grâce à leurs efforts conjugués, ils réussirent à vaincre la force du vent et à ramener Jennifer à l'intérieur. Une secousse, un dernier effort à la limite du possible, et son corps se retrouva enfin dans la cabine. Il tomba sur les sièges, inerte, immobile. Les hôtesses l'allongèrent en travers d'une rangée de sièges et commencèrent à prodiguer les premiers soins. Elles vérifièrent la respiration, rien. Le pouls, rien. Elles commencèrent la RCP, réanimation cardio-pulmonaire, des compressions thoraciques rythmées. 1, 2, 3, 4, 5, 30 compressions, 2 insufflations, encore des compressions, de la sueur sur le front, les bras endoloris, ne pas s'arrêter. Mais Jennifer ne réagissait pas. Ses yeux étaient ouverts, mais vides. Le corps ne répondait pas. Après 17 minutes atroces, les minutes les plus longues de la vie de chaque personne à bord, à 11h20 du matin, le vol 1380 toucha enfin la piste de l'aéroport international de Philadelphie. Le train d'atterrissage frappa le béton, un choc brutal. Le rugissement de l'inverseur de poussée du moteur restant, un son assourdissant, mais désormais salvateur. Le freinage plaqua les passagers dans leurs sièges. L'avion ralentissait, tressautait, bondissait sur les irrégularités, et s'arrêta enfin. Le silence. Un silence étrange, bourdonnant, après tout cet enfer. Puis, les applaudissements. Forts, hystériques, incontrôlables. Les passagers applaudissaient, pleuraient, s'enlaçaient, des inconnus, des voisins de siège, les hôtesses. Remerciant l'équipage, remerciant Dieu, remerciant le destin, remerciant tout et tout le monde d'être en vie. Dès que la passerelle fut approchée de l'avion, les médecins montèrent à bord, en courant, avec des brancards, du matériel. Ils se dirigèrent immédiatement vers la rangée 14, là où Jennifer gisait, là où la réanimation continuait encore. Jennifer fut transportée d'urgence à l'hôpital de Philadelphie. Gyrophare, sirène, vitesse, chaque seconde compte. 8 autres passagers souffraient de blessures légères, coupures dues aux éclats, ecchymoses dues aux chutes, chocs. Ils furent également examinés, pansés, rassurés. Quelque temps plus tard, Michael Riordan reçut un appel de l'hôpital où sa femme avait été transportée. Le téléphone sonna, une sonnerie ordinaire, banale. Michael répondit. On l'informa d'abord que Jennifer s'y trouvait et qu'un médecin devait lui parler. La voix à l'autre bout était prudente, trop douce. C'est ainsi que l'on parle quand on a peur de prononcer l'essentiel. Attendez 1 minute, je vous passe le médecin. 2 minutes plus tard, les 2 minutes les plus longues de sa vie, le médecin rappela « Je suis désolé, nous avons fait tout ce que nous avons pu, mais nous n'avons pas pu la sauver. » Une pause d'une éternité. Le monde s'arrêta. Cet appel bouleversa la vie de Michael. Il lâcha simplement le combiné. Le téléphone tomba par terre, le bruit du plastique sur le carrelage. Le monde autour cessa d'exister. Il ne restait que ces mots qui résonnèrent dans sa tête, refusant de prendre sens. Pas pu sauver. Pas pu. Jennifer? Non. Jennifer Riordan fut la seule victime de l'incident.
est la première personne à mourir dans un accident sur un vol d'une compagnie aérienne américaine depuis 2009. 9 ans sans une seule victime. Et voilà. 2 semaines après l'incident, le 30 avril, le Boeing 737-700 fut transporté au centre de maintenance de la compagnie aérienne pour réparation. Les mécaniciens examinèrent les dégâts. Un moteur déchiqueté avec des pales saillantes, des perforations dans le fuselage, le revêtement troué, un hublot manquant, des traces de sang sur le fuselage autour du hublot. Ils ne le réparèrent pas rentable. Trop de dommages, trop de souvenirs. Environ 1 mois plus tard, l'avion fut placé en stockage dans un centre logistique où il se trouve encore aujourd'hui, monument silencieux de la tragédie. Un rappel de ce jour-là. À l'époque, cet appareil était l'un des 700 Boeing 737 de la flotte de Southwest Airlines. Cette machine particulière était sortie de la chaîne de montage en 2000 et n'avait été exploitée que par cette compagnie depuis lors. Ces 2 moteurs à réaction CFM56-7B étaient encore plus anciens. Celui qui avait lâché avait été fabriqué en 1997. 21 ans de service, des milliers de vols, des centaines de milliers de passagers. Et pendant tout ce temps, à l'intérieur de la pale numéro 13, une minuscule fissure grandissait, millimètre par millimètre, cycle après cycle. Chaque décollage, un peu plus longue, chaque atterrissage, un peu plus profonde, invisible, imperceptible, non détecté lors d'aucune inspection technique, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Le 19 novembre 2019, le Conseil national de la sécurité des transports publia son rapport final sur l'incident, les lignes sèches d'un document officiel. Il y était indiqué que la cause probable était une fissure de fatigue dans l'une des pales de la soufflante, la numéro 13. En conséquence, la pale s'était détachée en plein vol et avait frappé le carter du moteur avec une force immense. Cette collision avait entraîné la rupture de composants du capot, y compris le loquet arrière, qui s'était écrasé contre le fuselage près du hublot de la rangée 14. Petite fissure, grande tragédie. Une pale parmi des dizaines, un hublot parmi des centaines, une femme parmi 144 passagers. Le 1er mai 2018, le président des États-Unis Donald Trump reçut les membres de l'équipage et plusieurs passagers lors d'une cérémonie dans le bureau ovale de la Maison-Blanche. Caméras, journalistes, flash. Il les remercia pour leur héroïsme. Poignée de main, sourire, photo souvenir. Tammy Jo Schultz, la commandant de bord, se tenait devant les caméras, calme, retenue, en uniforme. Elle faisait juste son travail, déclara-t-elle plus tard dans une interview. Ce qu'on lui avait appris, rien d'héroïque, juste le travail. En guise de compensation, la compagnie Southwest Airlines versa à chaque passager 5 000 $ et remit un bon de 1 000 $ pour de futurs vols. De l'argent pour l'horreur vécue, pour les minutes qui semblaient être les dernières, pour les cauchemars qui entraient la suite, le sifflement du vent, les cris, les masques oscillants, pour la peur qui reviendrait désormais à chaque décollage. Ce jour restera à jamais gravé dans la mémoire de l'équipage et des passagers du vol 1380. 20 minutes qui ont tout changé. Un choix de siège aléatoire, près du hublot, côté couloir, au milieu. Une fissure dans le métal que personne n'avait remarqué. Un concours de circonstances impossible à prédire. Selon les statistiques, l'avion reste le moyen de transport le plus sûr. La probabilité de mourir dans un accident d'avion est d'1 sur plusieurs millions. Les chiffres rassurent, les graphiques convainquent. Mais pour Jennifer Riordan, cette chance, 1 sur des millions, est tombée. Parfois, le destin, c'est juste un siège côté hublot.